Là, en amateur, on voit qu'il y a beaucoup de Conor McGregor qui parlent à droite, à gauche, tu vois, ouais, je vais faire ça, non, 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 etc. Mais frérot, t'es un amateur, tu fermes ta bouche, tu vois. Si tu veux faire quelque chose, viens en pro, on va parler. C'est rien à voir. Pro, amateur, faire 3 fois 3, tu fermes tes yeux, tu fais ça, tu vois. Mon père me disait jamais de la vie, tu rentres avec un cocard, sinon je vais te défoncer et tout. Tu dois toujours gagner. Mirab, franchement, Mirab, je pense que si je fais comme il faut, là, Mirab, il a 34 ans, je Ouais. pense. Dans 1 an, 2 ans, je pense qu'il y a des moyens de le battre. Salut les gars, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Karaté Bushido Actu pour une interview. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les frères Younusov. Ils sont respectivement en 6-0 et en 4-1, mais vous ne fiez pas à leur record. Il y a une raison pour laquelle on appelle ces deux frères les meilleurs. Ils font partie des meilleurs prospects français pour une certaine raison. On se réfère souvent à toi comme un des faux 3-0. Après, on a dit c'est un faux 4-0. Après, on a dit c'est un faux 6-0 aujourd'hui. On va voir aujourd'hui pourquoi. Mais déjà, je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui parce que vous faites partie des combattants qui sont les plus extravertis. On vous voit vraiment dans les médias. Pourtant, si je ne me trompe pas, c'est pas trop la culture de tous les combattants qui viennent des Tchétchènes. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix, vous? Bon, je sais pas, nous, on est très à l'aise devant la caméra, Ouais. donc ça ne nous dérange pas du tout de parler, de répondre, et on n'est pas de quelqu'un qui prend la tête, je sais pas, qui est arrogant, on peut dire, qui refuse tout le monde, tu vois. Donc si c'est quelqu'un qui, il y a un truc intéressant, tu vois, on accepte, on passe bien le temps, on parle, et voilà, il y a rien de, je pense pas qu'il y a rien d'exceptionnel. Et moi, je pense on aurait beaucoup plus de interviews. C'est parce que des fois, j'y vais pas. C'est Abou qui me le force. Moi, j'aime pas trop ça parce que j'aime bien être un peu discret et tout et tout. Mais comme c'est important pour avoir la visibilité et tout, Abou, il me dit tout le temps, Turpal, viens, viens. Aujourd'hui, sincèrement, si Abou, il me force pas, je viendrai pas. C'est impressionnant parce que on pourrait penser qu'à cause de la barrière de la langue, vous allez choisir de pas trop vous exprimer. C'est les raisons qu'on donne pour les combattants comme Nassourdine ou d'autres combattants qui viennent du coup de là et qui se concentrent vraiment sur la cage, sur leur mission. Est-ce que vous considérez que c'est aussi une mission du coup de vous mettre devant le public, de vous mettre au devant de la scène, que ça fait vraiment partie de la carrière? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de honteux de vouloir parler une langue étrangère. Pour nous, c'est une langue étrangère. Il y a 10 ans, on ne connaissait pas un mot à part merci, bonjour en français. On parle quatre cinq langues. Certes, on a des difficultés en français et tout, mais on essaie de progresser et s'enrichir, tu vois. Donc, après, il n'y a pas une mission. Il n'y a pas une mission, on n'a rien à prouver à personne et tout, mais c'est juste pour notre bien-être, pour s'enrichir. Je parle de mission un peu comme, tu sais, les combattants qui apprennent l'anglais pour pouvoir plaire à l'UFC, pour pouvoir participer. Non, vous n'avez pas vraiment ça? Je parle très bien anglais. Abou, d'ailleurs, il est en train de l'apprendre aussi. C'est vrai que c'est très important quand tu rentres à l'UFC, parler anglais, Mhm. c'est plus intéressant pour eux, donc on le fait. Ok. On le J'ai fait. une question pour Abou en particulier. Tu as mis dans ta story là hier, je crois, euh, ton manager qui a mis que tu avais une aura de star. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose que tu soignes quand tu es à l'extérieur, ta prestance, etc., pour avoir cette aura, pour garder un peu ce mental-là, cette image? Non, en fait, ce qui est bien avec moi, que je joue pas un rôle, hein, tu vois. J'essaie pas de devenir un star ou je sais pas quoi. Je suis comme je suis à la cage, hors de cage, tu vois. Je suis comme, même quand je faisais des grapplings, j'étais toujours comme ça. Genre, je suis quelqu'un, je pense que je suis un peu insolent, on peut dire. Je n'ai pas de honte, je suis pas timide, donc je suis à l'aise, tu vois. Et je suis comme je suis, j'essaie pas de jouer un rôle. Mm. C'est comme ça, tu Il y en vois, a, automatiquement. il y en a beaucoup qui disent que pour faire des sports de combat, on a besoin d'avoir cet esprit un peu, comme tu as dit, tu es un peu arrogant, entre guillemets, tu as une surconfiance en toi. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi? Bah, bien sûr. Avant de rentrer en cage, dans ma tête, je sais déjà que je vais tuer mon adversaire. Je m'en fous totalement qu'il a 30, 40-0, tu vois. Et j'ai pas de la honte ou quelque chose pour dire ça. Si tu signes le contrat et tu combats contre Aboubakar Younousov, tu vois, bah frérot, t'es dans la merde. C'est, c'est comme ça, tu vois. Pour l'instant, personne m'a rien fait. Tous mes combats, j'ai gagné par domination, de finish, j'ai fait tout ce que je veux. Et si un de mes adversaires, bah, ils veulent montrer que c'est faux, tu vois, bah, c'est les contrats, on verra. Ce qui est vrai avec Abou, des fois je lui sors des noms de UFC, des grands, grands et tout, et je dis à Abou, tu penses que tu ferais quoi? Abou, il est sûr, et il veut me prouver qu'il le battrait. Je Mais lui ai posé la question tout à l'heure. il a tout acquis, t'es encore à Arès et tout. Il dit, non, je te jure, je le battrai et tout. Il est comme ça. Mm. Et ça t'a jamais posé un problème à l'entraînement, par exemple, avec des partenaires, d'avoir cette attitude où tu es toujours
surconfiant, tu veux, entre guillemets, prouver, ce qui est la nature d'un compétiteur. Bah non, en fait, j'ai pas de mauvais ego, on va dire. Ok. Je suis un compétiteur, tu vois, donc chaque compétition, j'aime gagner, que ce Mhm. soit, je sais pas, MMA ou que ce soit en foot même, tu vois, même ça, je joue FIFA, j'avais toujours gagné. Mhm. C'est une mentalité d'un compétiteur. Mhm. Et à la salle, je croise quelqu'un avec, je sais pas, qui vient de ailleurs, avec un record, je sais pas, on va dire 21, 20-0, tu vois. Mhm. Je suis le premier qui va lui demander, vas-y, on tourne ensemble. Mhm. Parce que je vais prouver et montrer, je sais pas, en fait, j'ai essayé pas éviter tout, tu vois. Je fais pas en mode, ouais, en fait, j'ai à 6-0 là, il faut pas perdre les zéros, tu vois. Mhm. Non, contrairement, il faut essayer de faire contre des meilleurs, tu vois. C'est comme ça que tu deviens meilleur. J'ai peur de personne et je cours pas, tu vois. Donc, Mhm. c'est comme ça, je cache rien. Et t'essayes pas de faire une fausse humilité à montrer aux gens que tu es trop humble alors qu'en vrai, tu as une vraie confiance en toi. Mm. Je pense que moi, ça va être pour toi un avantage à l'UFC. Particulièrement, ils aiment ce type de profil, donc c'est un bon choix de carrière de l'extérieur selon moi. En parlant de choix de carrière, tu as décidé de ne pas faire une longue carrière en amateur. Toi aussi. Mm. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de ne pas faire une longue carrière en amateur là où beaucoup de gens se permettent de le faire? Moi, j'avais pas le temps parce que j'avais commencé et j'ai fait un seul combat. Et Lopez, même ce combat-là, Lopez, il voulait pas, Fernand Lopez, mon coach, il voulait pas que je le fasse parce qu'il disait, c'est pas votre niveau. En fait, on était très talentueux, bagarreurs, et il voyait le potentiel. Il disait, vous allez perdre le temps là-bas. Surtout moi, vu que j'étais âgé, je me suis dit, je vais me lancer et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et Abou, il a fait un peu plus de combats. J'ai fait 4 combats en amateur, toutes les 4 par finish. Et HFC, j'ai fait 3 combats. Les premières, j'ai fini en 17 secondes. Troisième, j'ai fini 13 secondes. Quatrième, j'ai fini en 27 ou 30 secondes. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse en amateur plus, tu vois? C'est ça, mais tu arrives à voir quand même la carrière là, des personnes qui se mettent en amateur et qui finissent par être assez bien, même financièrement. Mm. Est-ce que parfois il n'y a pas un petit regret où tu te dis, purée, j'aurais pu rouler sur ma catégorie en amateur? J'ai 24 ans, C'est j'ai ça? 6-0, je suis champion de Ares. Mm. Pourquoi je dois regretter? Non, non, bien Je peux sûr. pas. En fait, je sais pas comme quoi que j'ai pas eu l'expérience et j'ai raté ma carrière pro, tu vois. Non, contrairement en pro, j'ai l'impression que derrière, j'ai 30 combats, tu vois. Je suis trop mature en combat. Yes. Il faut savoir que avant de faire des MMA, on a fait presque 8-9 ans de grappling, Mhm. toutes les compétitions nationales, compétitions à l'Europe et tout. Donc, on a l'expérience de combat, pas peut-être certes MMA, mais le compétition, le stress et tout, on le sait. On le sait, on sait le gérer, donc ça sert à rien. Au contraire, même aujourd'hui, on était sur la route pour venir ici, on regardait des combats amateurs. Mhm. Et tu as des mecs, certains mecs, c'est pas plus mauvais, mais tu vois des mecs avec 20 combats qui combattent contre des 1-0, 2-0. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Tu gagnes quoi? À part une victoire de plus. Zéro adversité, zéro. Il n'y a rien en fait. Ça sert à rien de rester autant en amateur. Et ce que je comprends pas vraiment là, en amateur, on voit qu'il y a beaucoup de Conor McGregor qui parlent à droite, à gauche, tu vois, ouais, je vais faire ça, non, 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 etc. Mais frérot, t'es un amateur, tu fermes ta bouche, tu vois. Si tu veux faire quelque chose, viens en pro, on va parler. C'est rien à voir. Pro, amateur, faire 3 fois 3, tu fermes tes yeux, tu fais ça, tu vois. Tu te fatigues même pas. Mm. Et en pro, il y a des rounds qui durent 5 minutes, il y a des coudes qui rentrent, il y a des genoux dans la tête qui rentrent, tu vois, dans tous les sens. Il y a 5 fois 5, si tu arrives à la ceinture, c'est rien à voir devant 10 000 personnes, tu vois. Et c'est vrai que en réalité, c'est quand même une preuve que le sport grandit aussi. C'est que maintenant, il y a différents choix de carrière. Certains de ces amateurs, ils font vraiment une longue carrière en amateur, mais ils réussissent à faire de l'argent, peut-être plus qu'ils n'en feraient s'ils passaient pro très rapidement. Ce que je pense, c'est que ça les empêche de prendre des rouges, en fait. Ils ne veulent pas perdre, même en amateur. Justement, alors que c'était je pour pense ça. que c'est un problème que les gens ne veulent pas sortir de zone de confort. Si je reste en amateur jusqu'à là, tu vois, je pense que j'aurai un record en 50-0 en amateur. C'est pas un problème, tu vois, c'est T'aurais facile. peut-être plus de sponsors. Possible. Maintenant, je suis très bien. Ouais, t'es très bien. Parce que ça s'est bien passé en professionnel. Non, mais je t'as pense pris le pas. risque. Non, je pense pas qu'en amateur, j'aurais touché le même somme que je touche maintenant. Ouais, Rien ça a à marché pour voir. toi. Ouais. Pour te dire, en 4 combats en amateur, j'ai pris combien? 200-300 euros. Mhm. En un seul combat, j'ai pris plus que 40. C'est rien à voir, tu vois. Mhm. Après, tu n'étais Et- pas un amateur comme les amateurs qui sont très connus aujourd'hui. Moi, je te dis la vérité, ces gens-là, ils gardent cette mentalité de sélection. Ouais.
Et ils le ramènent ça en pro et après ils choisissent leur combat à nouveau en fait. Et du coup, ce mec-là, ils vont progresser jamais. Certes, médiatiquement, tu prends des abonnés et tout parce que tu gagnes tout le temps. Mhm. Sauf que tu choisis tes combats. Ouais. Tu choisis la facilité. Et à nous, on n'a jamais choisi la facilité. J'étais 4-0, on me propose Axel, il me dit champion d'Europe, nanana, nanana. J'ai dit ouais, let's go. J'ai peur de personne. Abou, on lui propose n'importe qui avec n'importe quel record. On dit c'est parti. On n'a pas peur de perdre. Mais on veut combattre les meilleurs. Yes. Abou, du coup, tu as été sacré champion le 26 septembre. J'étais dans la salle. Déjà, bravo pour cette Merci performance. beaucoup. Il y avait pas mal de personnes qui avaient beaucoup d'attentes pour toi parce que tu avais enchaîné beaucoup de victoires par finish avant ça. Est-ce que toi, tu as partagé cette frustration ou est-ce que, en réalité, vu que tu as fait une performance dominante sur tes 2 derniers combats, Ouais. vu que ce n'était pas des finishes, est-ce qu'il y avait un petit. Tu une sais, petite c'est frustration? impossible pour que les gens ne parlent pas. C'est impossible. Exactement. Quand j'ai gagné tout en première round, ils disaient ouais, mais Abou, jamais de sa vie, il prend 3 rounds, il se fatigue. J'ai fait 3 rounds, il dit ouais, mais en 5 rounds, il va être mort. J'ai fait 5 rounds, ouais, mais il n'a pas finalisé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un truc d'eau pour vous dire les statistiques de combat contre le Brésilien en 3 rounds. Il m'a mis à 12 coups, je l'ai mis 170. 12 contre 170, c'est une domination de. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire pour faire encore plus, tu vois. La même chose, les combats sont 5 rounds domination. Et le mec, il n'a rien fait. Donc, même si je finalise tout en première 10 secondes, les gens vont parler. Je ne peux Maintenant, rien faire là. Le scénario le plus favorable, ce serait que tu domines sur tout le round et que tu obtiennes quand même le finish à la fin. On y croyait, surtout pour le dernier combat, c'est ce qu'on créait dans le public. Est-ce que tu aurais quand même préféré, bien sûr, tu aurais préféré faire un finish. Pour le premier combat face aux Brésiliens où tu n'avais pas fait de finish, tu avais dit que c'était un problème à la main. Est-ce que ce problème à la main, il a persisté avec le dernier combat du coup? Mais en fait, premier combat, j'ai dit que j'ai vu que j'avais mal cassé deux endroits, tu vois. Et deuxième combat, je dis, vas-y, pourquoi je dois me justifier devant quelqu'un? Du coup, j'ai pas dit ça, tu vois, mais j'avais le même problème, vu que j'ai enchaîné 2 camps d'entraînement en même temps. J'ai passé 6 ou 7 mois, genre direct, tu vois. J'ai fait un combat le 14 juin, je repose une semaine, je me prépare pour 26 septembre, non-stop. Il faut savoir qu'il y avait 2 fois changement d'adversaire. Pour le dernier combat, je devais combattre un bon striker qui s'appelle Lee Scott. Ouais. Cette lâche-là, il a pas osé de faire contre moi, il savait très bien comment ça va finir. Ils ont mis contre moi un Brésilien, ceinture noire, rien à voir les styles. Imagine, je m'entraîne des mois et des mois contre un mec qui a un bon striking. Je m'entraîne contre lui. Et là, 10 jours avant, il me met un grappleur. Je dois tout changer. Raconte l'état de ta main quand le docteur il a enlevé le bandage. Comment il était gonflé. En fait, quand le docteur, j'arrive même pas, ma main elle tremblait, j'arrive même pas à le bouger pendant quelques semaines plus après. En fait, j'ai un main cassé 2 endroits différents. Du coup, quand je frappais, j'avais une douleur incroyable. C'est la même chose quand je prenais étranglement, la main elle bloque, et ça fait mal. Je pourrais rien faire. Juste, vous pouvez vous-même voir les derniers combats. Tu frappais différemment. Oui, je l'ai mis à knockdown. Oui, je l'ai mis 3 ou 4 fois knockdown avec ma gauche. C'était pas avec ma droite, j'ai rien fait avec ma droite. C'était ma gauche qui fait tout. Mais je suis droitier. Et dans le camp, on travaillait. Et dans le camp, on travaillait que le bras avant, en fait. Et quand le combat il est fini, on s'est dirigé direct pour checker le médical et tout. Il coupe le bandage de main de Abou. Sa main, elle était gonflée. Quand je te dis gonflée, la plaque ici, elle était comme ça. Et il a combattu dans cet état-là. C'est difficile. Après, c'est pas une excuse. Il doit toujours chercher le finish et tout. Mais il faut prendre en compte que Abou, il se retire pas de combat parce qu'il a un problème musculaire et tout, ce qu'il a fait son adversaire d'ailleurs, tu vois, sans me donner des raisons plus valables que ça. C'est facile de dire je suis blessé, on est tous blessés. Une fois arrivé au combat, tous les combattants, ils ont quelque part mal et tout. Si c'est pas une chose qui te permet pas de combattre, combat, c'est ton travail. Ça me permet de rebondir du coup sur toi, ton dernier combat. Tu as combattu blessé aussi pour un combat hyper important en plus. Avec le recul, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de quand même combattre malgré ton état à ce moment-là? Je me posais cette question à moi-même. Si j'avais la machine pour voyager dans le temps et je pourrais remonter, est-ce que j'annulerais? Ma raison me dit qu'il fallait annuler parce que j'étais pas dans mon truc. Ma conscience me disait ça. Mais même si je pourrais retourner dans le temps, je pense que je recombattrais à nouveau.
En fait, c'était 15 ou 20 minutes avant le combat contre Axel Sola. On voyait l'état de Turpal, il n'arrivait rien à faire, il n'arrivait même pas à C'était le poser les mollet, jambes. c'est ça? Ouais, Ok. c'était illégalement qu'il avait 15 minutes. Et juste imaginez le combat le plus important de sa vie. 15 minutes avant le combat, il se blesse les genoux. Et à cause de ses genoux, il n'arrive pas à faire un appui qu'il a besoin pour lutter. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais annuler le combat. J'ai supplié pour que vas-y, s'il te plaît, on peut refaire toujours un combat. On peut, mais avec la mentalité qui est là, tu vois, je le connais très bien. Jamais demain. C'était même là, il s'est tourné avec moi. Je dis, s'il te plaît, tourne pas, t'as un genou, mais écoute pas, vu que je suis un petit frère, tu vois. Mais bon, et s'il est comme ça, il est trop têtu, tu vois. Euh, la blessure, elle n'est pas arrivée avant le combat. La blessure, elle était présente dans tout le camp, mais je pensais pas que c'était aussi grave. Je me disais peut-être avec le perte de poids et tout, parce que d'habitude, quand tu perds le poids, tous les bobos, ils ressortent et t'as mal partout et tout. Et en fait, je me suis fait mal, mais je disais c'est rien et tout. Sauf que quand j'ai fait cutting, je l'ai achevé totalement en fait. Et le jour de combat, déjà dans l'hôtel et tout, j'arrivais pas à marcher droit. En fait, je les sentais pas. C'est comme si c'était. En fait, je les sentais pas mes chevilles et tout. J'ai marché comme si rien n'était et d'un coup la cheville se tordait. Et comment on l'appelle quand tu peux plus bouger, quand tu sens plus pas, quand tu C'était comme anesthésie? ah, anesthésie, comme anesthésie, exactement ça. Et je pensais peut-être c'est le mollet. Mm. Mais le problème, c'était plus global que ça. Ce que je me suis rendu par la suite. En fait, j'avais rupture partielle de ligament croisé. Et par la suite, je suis parti à l'entraînement comme un con. Premier mouvement qu'on fait, ça se déchire complètement. Et maintenant, ça fait 1 an que je n'ai pas combattu. Mm. C'était pour la ceinture. Tu as pu voir la dernière performance du coup d'Axel Sola. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance face à Sofiane Gabler? Bah, déjà, félicitations à lui parce que c'est un très bon gars et tout. On a très bonne relation ensemble et tout. Comme un être humain, et comme un sportif d'ailleurs, et c'est un grand monsieur. Euh, j'ai vu mon niveau aussi. Ok. Quand je vois ce qu'il fait derrière, surtout le dernier combat et tout, je me dis, le combat que j'ai fait avec lui, comment il était proche, comment ça jouait à un petit détail et tout, ça me renforce que j'ai ma place. Après, j'ai jamais douté, mais comme je suis inactif, je vois de côté, Mm. je vois qu'il combat contre des mecs hyper forts et je vois qu'il est présent et je me dis, bon, bah, je suis Plus il fier de gagne, moi en plus vrai. ta défaite Ouais, prend de la valeur. plus je gagne, plus je prends la valeur en fait. Et toi, du coup, pour ton combat pour la ceinture, est-ce que tu n'as pas considéré que tu étais déjà champion avant même d'avoir cette ceinture incontestée? Comment est-ce que... Je disais toujours ça. Mhm. En fait, j'ai gagné par KO un des meilleurs bantamweight qu'il y avait avant moi. Bah, après ça, j'ai devenu champion d'intérim. Et pour moi, j'étais déjà champion. Mais bon, officiellement, c'est devenu 26 septembre. Mais avant, pour faire ça, 5 combats, 5 dominations, 5 bonus. Bah, j'ai fait tout ce qui est possible, tu vois, pour prendre cette ceinture. Le mec, il vient d'Angleterre, il a fait un seul combat, il gagne par décision, il prend la ceinture. Mm. Comment tu peux penser que c'est un vrai? Il a rien fait pour être un vrai champion, tu vois. Et au-delà de ça, est-ce que toi, tu aimerais l'affronter même à la fin? Déjà, quelle raison il vous a donné officiellement? Parce que ça, il a annulé 2 fois. Qui c'est une C'est quoi tapette, c'est tout. Il a Ok. donné, il a donné. Ok. Donc jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il a dit juste blessure, mais je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que Abou, il a fait 2 fois que ceinture intérim. 2 fois. C'est un peu Aspinal de Ouais, Arès. exactement ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que Abou, il pouvait bien, quand Louis Scott, il a sauté une fois, il pouvait bien attendre qu'il revienne, être au frais et tout. Abou, il m'a dit, je m'en fous de perdre ceinture ou pas, je veux être actif, je veux combattre. Donc, il a fait 2 fois intérim. Là, il ressaute à nouveau. Lopez, il nous dit, enfin pas Lopez, la Ligue nous dit que il faut recombattre pour intérim. Abou, il était prêt parce qu'il s'en fout. J'ai dit, j'ai mon combat. J'ai dit, mais non, tu vas pas combattre 3 fois pour la même ceinture, ça n'a pas de logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu aimerais du coup affronter Lee Scott à l'extérieur pour en découdre ou Si c'est dehors, oui. non, 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 à l'extérieur de Non, 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 je vais pas de lui l'arène, donner bien cette sûr. chance. Je vais pas lui donner cette chance parce que pendant 1 an, il m'a fait courir derrière lui. J'ai fait des combats avec des blessures, tout. J'ai préparé pour lui. Bah, s'il veut jouer un jeu comme ça, ok, pas de souci, tu vois. Étant un champion, c'est moi je décide qui va tourner avec moi. Il n'aura pas cette chance. Mhm. Et du coup, vous avez combattu succinctement pour la ceinture.
Qu'est-ce qu'elle représentait cette ceinture pour votre famille, du coup, la ceinture que lui a remportée? En vrai, tout premier combat contre Aïda, ça nous représentait grand-chose pour nous parce que déjà, c'était la première ceinture dans notre vie et il y avait la situation compliquée avec la mort de mon grand frère et tout. Donc, on voulait vraiment pour lui, pour notre mère, faire. Par la suite, en vrai, on s'en fout des ceintures, on combat et notre but, c'est être dans des plus grandes ligues et faire le plus possible dans notre vie, en fait. Tu vois. C'est juste une étape intervenir vers le succès. Hein, ouais. Oui, je te laisse. On fait juste un truc. Cette ceinture, c'est bien, tu vois. C'est bien être un champion de RS, etc. Mais moi, j'y tiens pas, genre, cette ceinture, tu vois. À tout prix, j'ai envie d'être actif. J'ai envie d'être actif. J'aime bien Arès, c'est ma maison, c'est ma famille, on va dire, tu vois. Mais il n'y a même pas de quelques jours, j'ai envoyé un message à Fernand Lopez, le matchmaker de Arès. Je dis, écoute Lopez, je suis en forme, tout. Tu me donnes un combat à 23 septembre à Marseille. C'était. Ouais, non, 23 novembre, il y a là qui a 23 novembre à Marseille. Il ne restait même pas 2 semaines. Je dis, je vais faire poids, tout. Je m'en fous de cette ceinture. J'ai envie de rester actif. Je veux faire des combats, tu vois. Si je suis champion, ça ne veut dire pas que je dois rester en actif pendant un an. J'ai rien à foutre de cette ceinture, tu vois. Donc, mon but, c'est d'être toujours actif, de mettre 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, etc., etc. Abou, il m'envoie un message pendant la nuit. Il me dit, tu reparles, je me sens trop bien, je suis en forme et tout. Vas-y, on me demande le combat et tout. Je dis, mes frères, il reste 2 semaines, tu viens de combattre, repose-toi, tu vas combattre en janvier. Mais non, je me sens bien, s'il te plaît, tu reparles, vas-y, on combat et tout. Je dis, vas-y, ok, dis à Lopez. Ben, il a envoyé un message, il a dit, Lopez, tu veux que je trouve qui en 2 semaines? C'est impossible de trouver adversaire. Du coup, question pour vous deux. Si on vous propose là en intermédiaire de ne pas atteindre directement la plus grande ligue du monde, mais d'avoir un bon revenu au PFL ou à l'Hexagone par exemple, c'est impossible. Pour moi, oui, parce qu'on n'est pas dans la même phase de carrière, on va dire. Moi, je dois revenir et tout. Donc, PFL, Hexagone, je vois pas intérêt parce que je trouve, sans manquer de respect, que je suis dans la meilleure ligue et je vois pas intérêt. Si c'est partir de Ares, c'est pour partir dans des plus grandes ligues du monde, que ce soit UFC, PFL et tout. Après, on ne sait pas ce qui nous préserve la vie. Ça peut être dans le futur, je sois en Hexagone et tout. Donc pour l'instant, à Arès, je suis content. Arès, il nous a tout donné, il nous a propulsé. C'est notre famille, en vrai, on le connaît tout le monde et tout. Mais pour la suite, c'est les grands. Moi, je pourrais. Okay. Mais Abou, c'est. C'est même pas une question. Non, en fait, il y a des gens qui disent, ouais, pas fait, t'as vu, il te paye, c'était juste un exemple, il te paye 50 000, UFC il te donne 10 000. Oui, c'est vrai. Mais UFC te fait un pub de ouf. Genre, en un an, tu peux prendre, je sais pas, 400, 500 abonnés faciles, tu vois, si tu gagnes tout, bien sûr. Et avec tes 400, 500 abonnés que tu as, 1000, je parle, tu peux prendre plus que 50 000 facile. Okay. Donc, il faut pas oublier ça. Donc, pour moi, il n'y a que UFC qui existe les prochaines étapes. Arrête, je suis bien. Je suis là, je suis payé mieux que des combattants UFC, on va dire, tu vois. Okay. Donc, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, etc. Si c'est pas de UFC, bah, je m'en fous, je reste à Arès. C'est ma maison, c'est ma famille, tu vois. Ok. En parlant d'Arès qui est ta maison, tu avais parlé du fait que tu avais été dépaysé avec la nouvelle acquisition. Est-ce que maintenant, tu sens que tu te sens bien à Arès, même malgré les changements récents? Mais pour moi, il n'y a rien qui a changé. C'est okay. Le même Arès. C'est des mêmes gens qui travaillent. Et pour moi, il n'y a rien qui a changé. Arès, ça reste toujours Arès, tu vois. Donc, ouais, c'est comme avant. Il n'y a rien qui a changé. Okay. Question du coup un peu plus sur vous, un peu plus personnelle. Moi-même, j'ai un grand frère qui est né en 95. On a exactement le même écart comme toi. Je sais à quel point c'est un avantage. En tout cas, c'est mon interprétation. Est-ce que toi, tu considères que c'est un avantage d'avoir eu un grand frère comme ça? On a l'impression qu'on peut faire les erreurs avant eux. Non, bien sûr, c'est toujours un avantage de ouf parce que je dis pas parce qu'elle est là, mais pour moi c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est sparring partner, tu vois. Et avoir quelqu'un à qui tu peux faire confiance à 300%, les yeux fermés, c'est trop bien. Je sais toujours que si je fais la merde, c'est lui qui va régler tout, tu vois. Donc c'est bien avoir un grand frère qui protège ton dos, tu vois. Donc, oui, je suis content. Même quand j'étais petit, il me défonçait, tu vois. Mais il n'y a rien qui a changé déjà. Donc, je suis content. Question pour toi, du coup. Est-ce que tu as plus de pression pour tes combats ou pour ses combats? Bien sûr, ces combats. Okay. En fait, il faut savoir, j'ai psoriasis de ma peau. Et
En fait, en général, j'ai rien sur moi, mais les plaques, il vient seulement quand je stresse. Après les combats de Abu, je suis tout rouge, j'ai besoin de 2 semaines pour me remettre, que ça part. On dirait carrément le brûlure de 3e degré, j'arrive pas à marcher et tout. À mon combat, j'ai pas le temps pour stresser. Il y a le cutting et tout, tu penses pas du tout au combat, donc tu stresses pas. Le seul moment que tu stresses, c'est quand tu rentres dans le combat, le couloir, quand tu un peu réfléchis qu'est-ce que tu vas faire et tout. Mais une fois dans la cage, t'as pas le temps pour stresser. C'est parti, c'est là, tu peux rien faire, tu vois. Alors que quand je suis dans le coin de Abu, je sais que c'est moi qui contrôle, j'ai la manette, mais je sais que c'est pas moi. Donc ça me met la pression de ouf, hein. Ouais, des fois, mon manette. Non, en vrai, jusqu'à là, elle a pas bugué parce que, franchement, à chaque seul combat, je pourrais dire fais backflip, il aurait fait backflip. Tellement j'étais vraiment, il écoutait de A à Z chaque truc que je disais, tu vois. Il me regarde, il m'écoute, il dit ok, je me ramène. En fait, même s'il connaît son travail, de l'extérieur, on a vu dans l'ensemble, on voit des ouvertures que lui, sur le coup, il peut pas voir, tu vois. Et surtout, le plus important, le fait d'avoir un frère, parce qu'avec lui, j'ai passé toute ma vie. Je le connais par cœur. Je lui demanderai pas faire un high kick de bizarre, de position bizarre, parce que je sais qu'il sait pas le faire. Mais je vais lui demander faire des trucs qu'il sait faire, en fait. Et c'est ça qui est important. Pareil pour moi quand il est dans mon coin. Déjà, je l'entends que sa voix, en fait. C'est très important. Tu avais commencé le grappling avant lui et tu avais raconté que du coup tu l'avais battu chez vous dans un corps à corps et que c'est pour ça que tu avais commencé. Aujourd'hui, maintenant que vous deux vous pratiquez depuis un moment, qui gagne en grappling? C'est sûr pas. Ok. En grappling, MMA, dans la vraie vie. Mais si dans la vie, tu vois, si moi, j'arrive pas à faire quelque chose, il y a toujours ma mère derrière, tu vois. Donc, contre elle, il peut pas gagner. C'est le dernier boss, tu vois. Vraiment. En fait, quand les deux ils savent tout faire, là, qui est en jeu, c'est le poids qui vient en jeu. Bien En sûr. fait, les deux ils savent boxer, ils savent lutter et tout. Chaque kilogramme, il est important. Tu vois, là, on a 10-15 kilogrammes d'écart. Ok. Euh, Au moment de l'arrêt de l'arbitre face à Axel Sola, il y avait eu une petite échauffourée. Avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment qui a causé cette réaction émotionnelle? La réaction, elle était contre l'arbitre, pas contre Axel. Axel, il a fait son travail, on peut lui rien reprocher. Je n'étais pas content de l'arrêt et je suis pas encore aujourd'hui parce que je trouve que c'est une grave erreur, Ok. en sachant par la suite Axel le combat d'après contre Daguerre. Ouais. Il se met parti, carrément, il est parti dormir pendant un round. 2 fois, il a failli partir dormir. Pendant un round, on le tapait. Arbitre, il n'a pas arrêté une seconde. Moi, j'ai jamais touché le sol. Certes, j'étais touché, mais j'étais sur la cage. J'avais le visage protégé. Il me frappait un peu ici, mais c'était des coups de 4e round où il n'y a pas de puissance et tout. En plus de ça, je lui parle. Il me dit, tu reparles, défends-toi, sinon je vais arrêter. J'ai dit ok, je montre le pouce, on voit sur la vidéo, je commence à me lever, il m'arrête. 4 rounds, fin de 4e round, il restait 20 secondes dans le combat le plus important de ma vie où je reprends le combat. Donc le 4e round, je le mets knockdown Sola, je reprends mon combat, je me sens mieux que lui et tout. Il m'arrête, du coup, bah, j'avais la rage contre lui. Je l'ai toujours la rage contre lui parce que pour moi, c'est une très grosse erreur. C'est des petites erreurs. Peut-être pour lui, c'est un petit erreur, mais c'est ma carrière à moi. Ouais. Il peut tuer ma carrière et d'autres mecs. Il fait des boulettes chaque semaine, en fait. Donc, il est connu pour ça. Et je sais que les arbitres, c'est un travail difficile et tout, mais tu joues avec des carrières de gens. Il faut être un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Pour revenir un peu du coup vers toi, pour la suite de ta carrière, est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités que tu changes de catégorie, sachant qu'il y a eu quelques difficultés à cutter sur le combat face aux Brésiliens, mais lui aussi il y avait eu un problème de son côté. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages potentiellement de monter ou de descendre? Franchement, non, je me sens très bien en 61. Et sur 6 combats, officiellement, j'ai raté une seule fois. Et c'était 80 grammes. 80 grammes. Donc, c'était rien de tout. Et c'était mon 12e combat pro, donc j'avais pas d'expérience, c'est normal. Surtout les premiers quelques combats, les cuttings, tout ça, tu dois connaître ton corps, comment ça réagit sur telle situation, tu vois. C'est exactement Donc, pour ça je que pense que juste parce que j'avais pas d'expérience, c'est pour ça. Sinon, 61, je pense que c'est mon poids, même si je pense que je suis un peu petit même pour 61, Ok. vu que par exemple, UFC, je sais très bien qu'il y a des gens qui pèsent 76, 77 facile pour être en 61. Ouais.
Aljamain Sterling qui pesait 80 kilos, tu vois. Donc, Il l'a pas fait peut-être, longtemps. je sais, c'est possible. En fait, Ares, non, Ares, c'est mort. Je vais rester à 61. Mais en UFC, il y a des moyens 57. Il y Voilà. aura plus d'infrastructures autour de toi, des gens plus compétents, etc. Là, Oui. entre le moment où il y a eu le problème des 80 grammes et maintenant, est-ce que tu as changé des choses dans ton alimentation? Oui, bien sûr, chaque fois, c'est mieux en mieux, tu vois. On essaie de trouver une méthode parfaite pour mon corps, vu que en fait, je ne transpire pas beaucoup. Je sais pas, mon corps comme ça, tu vois, je me transpire trop difficile. Du coup, ça pose quelques problèmes pendant le cutting, mais là, je pense qu'on a trouvé une bonne méthode. Et l'autre fois, la dernière fois, c'était facile. Genre, j'ai fait tout ce qu'il faut, tu vois. Après, là, on a une équipe maintenant qui s'occupe de nous, que ce soit des diététiciens, que ce soit Cutting, Antoine s'appelle, Lift It s'appelle. Donc, il nous aide beaucoup, il ramène, il fait tout et tout. Le problème, c'est que des fois, même si tu connais tout bien, il y a des trucs qui arrivent inexplicables, des situations que ton corps il refuse de suer ou tu as le problème de rein et tout. Donc, c'est un sport très dangereux et surtout faire le cutting, c'est très dangereux. C'est jamais comme tu veux en fait, tu dois toujours souffrir. Tu as mentionné Aljamain Sterling, ça me fait penser du coup à l'UFC. Est-ce qu'il y a des combattants que toi, comme tu l'as dit, à l'UFC, tu penses vraiment battre? Je vais te donner une liste et Vas-y. tu me dis si c'est compliqué ou si tu penses les battre maintenant ou à l'avenir. Ok, vas-y. Donc, déjà pour le petit bonus, Aljamain Sterling, en bantam bien sûr. Ça va être trop dur, c'est un Ok. combat super dur. À cause du sol, à cause Je pense que stylistiquement, c'est un combattant Arjun, c'est comme moi, tu vois. Mais je suis un peu plus intelligent, c'est tout. Mais sinon, il est beaucoup plus lourd. Ouais, il a plus d'expérience. Et tu les analyses un peu comme si ça va être tes Je futurs regarde adversaires. tout, Ok. je regarde tout, je regarde toujours des tapologies, je regarde des trucs, tu vois. Même des combats de Bantamweight qui n'ont rien à voir avec UFC, tu vois, je Tu te regarde. projettes. Abou même, il regarde avec qui les gars ils s'entraînent. C'est abusé, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, j'aime bien analyser, j'aime bien avoir des détails, tu vois, qui m'aident pendant un combat, voilà. Est-ce que tu as déjà été aux États-Unis d'ailleurs? Non. Est-ce que tu comptes y aller un moment pour justement être Ouais, plus bien proche sûr, de ces bien gens-là? sûr. Ok. C'est prévu assez bientôt Ouais, ou... Si Monsieur Oui, Président me donne nationalité, tu vois, j'aimerais bien. ok, ouais. Pour l'instant, ça marche. Ok. Pour l'instant, on a des difficultés parce qu'on n'a pas, enfin, on a carte séjour Ok. pour rester mais pour faire des visas et tout, c'est la galère de ouf. On espère un jour on va avoir la nationalité et on peut en rejoindre Nas et tout, partir Nasruddin Imamov et tout, partir ensemble aux États-Unis. Du coup, tu connais un peu les combattants qu'il y a dans le top 15 de ta catégorie. Ouais, je pense. Montel Jackson. Comment? Montel Jackson. Montel Jackson, non, je connais pas. Ok, bon. Je connais Michael Jackson, si tu veux. Peut-être j'ai vu les visages, mais après les noms, peut-être je suis pas sûr. Parce qu'il est assez compliqué, mais Ok. il aurait été intéressant justement pour pour rentrer dans le top 15. Marlon Chito Vera. Je connais. Oh, ça va être un bon combat, mais je pense que ici dans un an, je vais gagner. Ok. Ouais, je pense parce que stylistiquement, c'est un bon combat. Ouais, stylistiquement, c'est un bon combat. C'est avec un brawler. Ouais. Ouais. Rob Font. Je pense que je vais gagner aussi. Ouais. Parce que lui ici, c'est le même truc, tu vois. Stylistiquement, c'est un bon combat. Mais il a un box incroyable, par contre. Mais il est sur la pente descendante. Corey Sandhagen. Compliqué. Compliqué, ouais. Je pense. Dans 12 ans, je pense que je peux, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il est grand, il a une bonne défense de lutte, tu vois, ce qu'on a vu contre Omar Nurmagomedov qu'il a fait. Je pense que c'est un combat vraiment dur. Je pensais que Umar Nurmagomedov aurait beaucoup plus de difficultés face à lui. C'est ce que vous pensiez aussi? Ouais. Parce que c'était un pronostic Mais que j'avais fait. il avait des difficultés contre lui. Ouais. C'était un combat super dur. Ouais. Ça m'a choqué en quel point Corée il défend bien, tu vois, la Exactement. lutte. C'était incroyable. Exactement. Merab Valijvili. Mirab, franchement. Non, franchement, Mirab, je pense que si je fais comme il faut. Là, Mirab, il a 34 ans, je pense. Ouais. Dans un an, 2 ans, je pense qu'il y a des moyens de le battre. Ce qui est bien avec Mirab, c'est pas un finisher, tu vois. Il te lutte, tu Tu vois. penses quoi justement de ce style-là? Parce qu'il est C'est beaucoup un critiqué. style incroyable, ça te fatigue, il les met en pression non-stop, Merab, il est trop fort. Les pressings qu'il met, c'est difficile de faire ça. Ce qu'il a fait avec Piotr Yan, 5 rounds de lutter comme ça, c'est un ouf, Merab. 39 takedowns, je crois. C'est incroyable. Tentative, Comment tu peux tentative lutter de autant, ça me choquait, tu vois. Mais après, il y a des détails comment il lutte. Donc, j'essaie d'apprendre ça aussi. Ok. Pour l'instant, je suis jeune, Vous j'ai avez que pensé 24 quoi- ans. Vous avez pensé quoi du combat avec Sean O'Malley? Franchement, il a dominé. Ok. Il a ri. Ouais, parce qu'on a. Mais J'aurais fait la même chose si j'étais contre. c'était vraiment intelligent ce qu'il a fait, tu vois, il a dominé. C'est un style. Petit bonus.
Tourpal Yunusov en combat officiel. Turpa, bah, je pense qu'il va gagner par KO. Ok. Ah oui, c'est carrément. Parce que au par disqualification de l'adversaire, je vais courir. Je vais sortir de la cage. Hier, on a eu du coup Oumar Sy qui nous a expliqué que la grosse partie du MMA c'était le mental, qu'il le tenait, il tenait son mental de son vécu. Vous, on connaît assez bien votre vécu, vous en avez déjà assez parlé de votre histoire avec le fait que vous êtes né en pleine guerre russo-tchétchène, etc. Je veux juste savoir à quel point est-ce que vous êtes proche de votre histoire et à quel point est-ce que ça vous tient à cœur justement de représenter votre peuple. Ouais, ça me donnait des frissons Ok. parce que la vie d'un Tchétchène et la plus grande peur d'un Tchétchène, c'est faire un truc que ta communauté aura honte de toi. Moi, ma plus grande peur, c'est ça. Ma plus grande déshonneur, que ma communauté ne sera pas fière de moi et tout, c'est la peur de chaque Tchétchène. Donc, on essaye. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Il y a des gens bizarres partout et tout. Mais en général, les Tchétchènes, ils essaient d'être droits et tout parce que chaque truc que tu fais, ça représente. Tu représentes ton peuple. Et ton peuple, tu dois représenter de bon. Tu dois montrer de bonnes images et tout. Je dis pas qu'on est parfait. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a des gens. Mais la mission d'un Tchétchène, c'est représenter ton peuple le côté le plus beau possible, en fait. Donc, on se tient très à nos racines et tout. Mhm. Et on est fiers d'être tchétchène. Et voilà, quoi, on a toujours été. Ok. Et au niveau de l'histoire, par exemple, vous connaissez bien l'histoire en question pour On ça? connaît par cœur Ok. l'histoire, on connaît chaque détail de notre histoire. Voilà, quoi. Pour les gens pour qui c'est un peu flou, est-ce que tu peux dire vraiment en deux lignes très rapidement, qu'est-ce qui cause le fait qu'il y ait cette zone où c'est vraiment rempli de conflits, prompt au conflit? Contre la Russie, Oui, bah, en particulier. stratégique, emplacement stratégique. On est aux portes de Caucase, à côté de Géorgie et tout. Pour dire, la Géorgie, ça fait pas partie de la Russie. Et en plus, ils étaient en conflit. Nous, on a les trucs avec les frontières avec Géorgie. On peut dire que la Tchétchénie et le Caucase, c'est les portes de la Russie du Sud. En fait, donc, emplacement stratégique. Mhm. S'il n'y a pas Caucase ici, n'importe qui peut rentrer. Après, tout ce qui est les ressources naturelles, comme Mhm. partout, donc, Exactement. ça a toujours été comme ça. Et du coup, j'allais en profiter pour dire votre détermination et vos qualités particulièrement en lutte, particulièrement Mm. Abou, tu as t'as commencé à lutter face à des personnes qui étaient des grands lutteurs et tu dominais déjà. Est-ce que tu penses que c'est inné ou est-ce que tu penses que c'est grâce à ce contexte dans lequel tu es né, dans lequel tu as grandi? Ou est-ce que c'est vraiment la génétique? Oui, je pense que ça laisse des traces quand même, tu vois. Mais pour moi, quand je voyais quelqu'un avec un grand palmarès, quelqu'un fort, tu vois, je voulais toujours faire contre lui. Ok. J'ai évité personne, tu vois. Je voulais me tester. Ok, s'il gagne, il gagne, tu vois, je m'en fous. Mais je faisais tout ce qui est possible pour qu'il ne me gagne pas. Mhm. Et c'était la même chose quand j'étais ceinture bleue, par exemple, en Jiu-Jitsu. Pour te dire, presque 95% de toutes mes commissions, ça passait en confirmé contre des ceintures noires. Et c'était pas les victoires, genre juste par décision, non, je l'ai étranglé, je l'ai fait se taper dans tous Mais les ça, tu sens, penses tu que vois. c'est génétique ou c'est. Ok, Je ok. pense que je suis doué, tu vois, je suis Mhm. talentueux sur ça, j'apprends trop vite. Oui, c'est génétique parce que au Caucase en général, la lutte c'est sport numéro un. Depuis petit, on lutte. Chaque parent il veut que son fils soit un lutteur ou dans le sport de combat parce que c'est la loi du plus fort. Ouais. Et tout le monde veut que, bah, par exemple, les conseils que nos pères, de chaque Tchétchène, là, quand je dis nos pères, c'est n'importe quel Tchétchène, il a une histoire similaire. Mon père me disait jamais de la vie, tu rentres avec un cocard, sinon je vais te défoncer et tout. Tu dois toujours gagner. Ça m'est arrivé même qu'une fois, un mec, il m'a mis une patate. J'y rentrais sans lui répondre. C'était un mec de ma classe. Mon père, il m'a ramené le lendemain à l'école. Il a attendu que les cours aient fini. Il ramène ce mec-là. Il me met contre moi, que nous deux derrière l'école. Et il dit à moi, il dit, tant que tu le bats pas, tu rentres pas à la maison. Et je te jure, j'exagère même pas. On a combattu 30 minutes. On pleurait, on combattait et tout. Jusqu'à que je gagne. En fait, tellement il y avait la pression sur moi. Et on apprend de répondre. Une fois, Turpal, il m'a fait la même chose. Il y avait un mec là qui. Je voulais pas trop l'affronter vu que c'était un sportif, tout ça. Tu vois, j'avais combien? 6 ans peut-être. Et j'ai hésité, on va dire, mais lui, il me cherchait toujours, toujours. Et là, une fois, devant Turpal, il a dit: Tu sais que ton père, ton frère, il a peur de moi.
Il a dit ça à Turpal. Turpal, il fait quoi? Il m'amène moi contre lui. On fait un bagarre. Je te jure que ça durait peut-être 1 heure. J'ai en train. Non, je sais pas, putain, ça dure 5 dans ma tête. C'est 1 heure. Je dis, pas quand ça va finir, tu vois. Et finalement, j'ai le fait abandonner le mec là. Et voilà, il m'a fait la même chose que mon père il a fait à lui, tu vois. Donc, comme tu as dit, vos parents voient plus de fierté dans la lutte. Mais si vous deviez faire un autre sport, qu'est-ce que vous ferez? Moi, cybersportif, j'aime bien les jeux vidéo, je suis un grand geek et d'ailleurs là, je vais faire mon setup pour lancer des streams avec Bac et tout, on a prévu faire des trucs, pourquoi j'aime bien Ok. Donc, ce cybersportif, serait de l'e-sport. les sports, Ok. voilà. Et toi? Moi, je vais être juste un frère de Cybersport. Je vais attendre ce qu'il gagne quelque chose et je vais être toujours là, tu vois. Ok. Après, j'ai toujours été fort en football. Depuis que petit, c'était mon rêve de devenir footballeur. Quand je suis arrivé en France, le premier sport que j'ai fait, c'était football. J'ai joué en région parisienne, à Saint-Mandé, à Valenciennes. Et j'étais vraiment très, très prometteur, très, très fort. Mais malheureusement, j'avais pas de papier et tout, et ça s'est pas fait. Et derrière Abo, un jour, il m'a défoncé et bah, je suis devenu combattant MMA. Je dis, comment ça, mon petit frère me défonce, il faut se mettre au sport de combat. Ok. C'est qui le plus mauvais perdant entre vous deux? Que ce soit au jeu C'est vidéo. lui. Ok. J'ai une petite anecdote. Là, une fois, on joue FIFA tous les deux. Et je le défonce dans tous les jours. 15, 5 ou 6 heures. J'ai mis un truc comme ça. Genre, chaque fois, j'ai mis un goal, j'ai mis un but, je rigole. Ah, j'ai fait ça. Il regarde, il m'a mis un coup de tête. Je suis tombé. Juste parce que j'ai gagné en FIFA. Je lui mets un coup de boule et à ma mère qui débarque. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes ton frère pour des gens que tu connais même pas et tout. En fait, je suis mauvais perdant. Dès que j'ai plus d'arguments, j'ai commencé à me battre en fait. Et 99%, c'est contre moi. J'allais vous demander quelle partie de l'histoire dans votre parcours entre la Tchétchénie et la France vous avez jamais raconté, un truc, une anecdote ou quelque chose de drôle que vous avez oublié de mettre Je pense qu'on a tout raconté. Après, les anecdotes, tu peux pas le sortir Je me souviens pas. de la tête. Voilà quoi. Y a pas, en vrai, il n'y a pas. Je m'en doutais. Ok. Ah bah, mais bah, c'est au bled là. Ouais, notre mère, elle est partie. Elle m'a dit, on était tout petits. Il devait avoir, je sais pas, 3 ans, 4 ans. J'avais 6, 7. Et on avait nos voisins. Et à la maison, on n'avait plus de sel. Et notre mère, elle dit, va voir les voisins parce qu'en Tchétchénie, on s'entraide et tout. Et dit, va vers les voisins et dis leur donner un peu de sel. Du coup, on est parti. Et les voisins, ils avaient toujours leur grand-père, il aimait trop les chiens. Les chiens bagarreurs, tu vois, il faisait des bagarres de chiens et tout. Donc, il avait toujours des chiens hyper agressifs. Et du coup, mais on le savait. Et du coup, on avait toujours peur d'aller chez ces voisins-là. On arrive, on ouvre la porte. En fait, en Tchétchénie, il y a des maisons et il y a des portes d'extérieur. En fait, pour pas les gens de l'extérieur voient ce qui se passe dans la cour, jardin et tout, tu vois. On ouvre la porte d'extérieur, on regarde dans le jardin, il n'y a pas un chien, il y a rien. On regarde ou moi je regarde? Tu sais, il m'a fait quoi? Il m'a laissé aller première pour que je regarde. Je l'ai envoyé comme un espion pour voir qu'est-ce qu'il y a sur place. J'étais à côté de la porte. Il avance au milieu du jardin. Il y a rien, c'est tout calme. Et moi, je suis à côté de la porte. Je l'ai envoyé en mission. Il n'y a pas de chien. Il dit, oh, il n'y a pas de chien. Et d'un coup, et le chien, il est tout petit, mais agressif de ouf. Et d'un coup, le chien commence, comme ça. Il court vers moi, mais je ferme la porte. J'ai laissé intérieur et le chien, il était tout petit, mais lui aussi il était tout petit. Et le chien lui mordait les fesses. Ah ouais. Il me disait, Turpal, ouvre la porte s'il te plaît. Je te jure, je me rappelle, je lui dis, Turpal, ouvre la porte, il est en train de mordre. Je pleure même. Et je te jure, je me rappelle ce qu'il a dit. J'avais combien? 4 ans, peut-être maximum. Il m'a dit, si je vais ouvrir la porte, il va me mordre aussi. Tu imagines, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Donc, ça, c'était en C'est Tchétchénie. ouais, quand j'étais tout petit, c'est la première trahison, la seule de ma vie que je l'ai fait. Et depuis ce jour, là, j'ai 24 ans, j'ai trop peur de chiens. Genre, quand je vois un chien, je fais un grand tour, je rentre chez moi. Je sais pas, ça. Et j'ai dit, tes adversaires, ils doivent ramener juste à face-off un chien et c'est bon, ils ont gagné. C'est ça. Bon, en tout cas, vous avez une des histoires les plus inspirantes de la Tchétchénie à la France. Est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire aux fans qui ne vous connaissent pas forcément, qui vous découvrent à travers cette vidéo, un prétexte, quelque chose pour lequel il faut rentrer maintenant dans le train des Younoussov?
On est bienveillant, respectueux et je trouve on a des combattants avec beaucoup de potentiel et très beau à regarder parce que nos combats ils sont pas ennuyants, on cherche toujours le finish et tout. Et même si on est tchétchène, on représente la France. Je combats pour notre pays, donc on combat pour notre pays, donc soyez derrière nous. Ok. Et mettez des pouces bleus, les gars. Mettez des pouces bleus aussi. Vous l'avez entendu, pensez à mettre un pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA et d'interviews de la sorte. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.